Merci beaucoup Gabriel Gauthier. On va maintenant passer à la keynote suivante qui va être prononcée par Olivier Midière, ambassadeur du MEDEF pour le numérique. Ça, c'est un jingle dynamique. Ça donne envie. Bien, je viens vous parler des écosystèmes mondiaux. J'ai eu la chance de parcourir pendant les 24 derniers mois 21 pays. Monsieur Pierre Gattaz m'avait demandé de faire un benchmark de tous ces écosystèmes pour pouvoir remettre une stratégie pour la France, mais également pour pouvoir essayer d'identifier les bonnes pratiques qu'on pouvait diffuser, infuser dans notre écosystème, mettre en place des partenariats. Plus de 700 partenariats ont été mis en place pour que le MEDEF soit connecté à la planète numérique, ce qui est le cas maintenant. Conclusion de ce tour du monde rapide sur les tendances globales de ces écosystèmes. Premièrement, en fait, il n'y a pas vraiment de disruption dans les écosystèmes, où que ce soit dans les pays du Nord, du Sud, développés, émergents. On retrouve les mêmes types de clusters et d'acteurs dans ces clusters. Ce qui a été bâti par les États-Unis et la Silicon Valley dans les années 70 se retrouve un peu partout, c'est-à-dire tout le monde académique, de la recherche, de la science, le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la finance. Et tout ça va être en écosystème grâce à des incubateurs, des accélérateurs, des Fab Labs, des agences d'innovation publique, etc. Finalement, on n'a rien à inventer depuis. En revanche, ça s'est beaucoup développé, et partout, de la Colombie à Amman, en passant par le Kenya, Nairobi ou Manille, on retrouve le même type d'écosystème. Ils ne sont pas avancés de la même façon, j'y reviendrai. Deuxièmement, au niveau des statistiques et au niveau du niveau d'innovation, on me dit souvent, mais quels sont les écosystèmes finalement qui sont les plus performants? Où est-ce que... Aujourd'hui, c'est très difficile de le mesurer, parce qu'il n'y a pas d'indicateurs qui soient des indicateurs globaux, repris par tout le monde. Donc chacun y va de son propre indicateur. Quand vous allez en Suède, on va vous dire, nous sommes le 3e ou le 4e pays le plus innovant du monde, parce que nous avons 10 000 startups et qu'on investit 4% de notre PIB dans la recherche, que ce soit des investissements privés ou publics. Quand vous allez à Amman, en Jordanie, on va vous prendre d'autres indicateurs. Vous allez aller au Mexique, ça sera d'autres indicateurs. Et donc chacun, finalement, sur cette scène, est un peu un des pays les plus innovants et dynamiques. C'est pas très sérieux. Donc c'est compliqué de pouvoir positionner sur ces critères-là, en tout cas, chacun des écosystèmes. La troisième chose, en parlant d'indicateurs, on va parler de statistiques. On a un vrai problème avec les statistiques. Pour mesurer l'innovation, pour mesurer réellement l'état d'avancement d'un écosystème numérique, il faut qu'on puisse mesurer l'impact qu'il a sur la croissance et l'emploi. Mais ça, c'est très compliqué aussi. Nous n'avons pas d'indicateurs de statistiques, même au niveau de nos organisations internationales, qui le font. Sans compter, sans parler des statistiques sur le commerce extérieur. Aujourd'hui, les business models de la plupart des entreprises que j'ai pu voir s'appuient sur les données, la commercialisation de services à partir de données ou tout simplement la vente de ces données. Ce n'est pas pris en compte dans les statistiques. Donc c'est de plus en plus compliqué de positionner des pays sur l'échelle, on va dire, du commerce mondial à partir du moment où une part des échanges n'est pas mesurée. Et or, demain, plus en plus de produits ne vont plus être vendus, ils vont être donnés, et c'est un service associé qui sera vendu. Donc ça soulève ce problème-là, comme pour la mesure de l'innovation, puisque aujourd'hui, quand vous voyez l'open innovation et son développement, quand vous voyez l'innovation incrémentale, c'est-à-dire une PME qui, dans un tuyau en plastique, va mettre un capteur pour rendre beaucoup plus de services à ses clients, créer beaucoup plus de valeur, ce n'est pas mesuré dans l'innovation. On a donc un vrai problème avec tout ça. Finalement, le vrai critère différenciant, à l'arrivée, à l'aboutissement, le seul que j'ai trouvé, ce sont les talents. Le seul que j'ai trouvé, ce qui pouvait différencier des écosystèmes les uns des autres, c'était les talents. C'est même pas l'argent. Ce sont les talents, même si l'argent est important. Et c'est pour ça qu'on arrive à une structuration des écosystèmes avec 4 écosystèmes leaders, Israël, Singapour, l'Estonie et les États-Unis, particulièrement la Silicon Valley et New York, parce que le reste des États-Unis n'a rien à voir, donc on ne peut pas parler des États-Unis dans leur globalité, et où on retrouve dans chacun de ces pays un niveau de qualification extrêmement haut dans chacun de ces écosystèmes, mais inscrit dans une tradition, on va dire, d'éducation et dans une projection, une vision à 20 ans extrêmement claire avec des budgets associés. Gabriel parlait de la Chine et de ses 30 milliards pour les 5 ans à venir simplement dans la formation, mais Singapour, 5 millions d'habitants, c'est 20 milliards de dollars qui sont planifiés pour les 20 prochaines années dans leur
vision de Smart Nation. Israël, c'est des planifications à 10, 20 ans également qui sont faites. Le Technion et les 500 grands groupes présents en Israël aujourd'hui, finalement, recrutent tous les talents de plus haut niveau qu'on peut avoir en France, en Europe, aux États-Unis. Les deuxièmes types d'écosystèmes, les écosystèmes matures dont fait passer la France, sont des écosystèmes qui ont des très bons niveaux d'éducation, que ce soit d'ailleurs la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Suède, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui appartiennent à ces écosystèmes. Ils ont des systèmes académiques et d'éducation supérieure extrêmement performants. La différence là va se faire d'une part sur les soft skills. Nous avons la chance d'être face à des concurrents, quand je parle des concurrents notamment asiatiques, qui ont des problèmes avec les soft skills. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs, il n'y a pas assez de prise d'initiative, il n'y a pas assez de créativité et d'inventivité. Toutes les startups françaises que j'ai rencontrées ou les acteurs français que j'ai rencontrés sur place me disaient quand un développeur chinois est devant un problème, il n'arrive pas à le résoudre. Il ne prendra pas l'initiative. Il va falloir que son manager lui dise ce qu'il doit faire. Nous avons en Europe des ingénieurs extrêmement créatifs, inventifs, qui savent prendre des initiatives, qui savent prendre des risques. De la même façon, des startups à Hong Kong françaises me disaient, comme moi je lance un recrutement, ce sont les parents qui viennent à l'entretien de recrutement, ce n'est pas l'ingénieur, parce qu'ils ont peur pour leur enfant. Parce que dans la tradition chinoise, on va aller plutôt dans le real estate ou dans le domaine de la finance, etc. Bref, nous avons un avantage compétitif, il faut en profiter. Ce que nous n'avons pas et qu'ils ont, c'est l'argent. Je vous l'accorde. Ce qui veut dire que les Chinois aujourd'hui, dans leur plan de formation, font des ponts d'or, aujourd'hui en Afrique, mais également ils sont en train de passer par l'Europe du Nord, ils ont commencé à mettre un pont avec la Finlande, pour aller recruter nos talents. Et moi, ils me disaient, Monsieur Midière, on est prêt à vous donner beaucoup d'argent pour que vous nous ameniez des entrepreneurs et des talents. Allez-y, il n'y a pas de problème, on vous les accueille par centaines, on les sponsorise. Donc, nous avons la chance d'avoir des talents, il faut qu'on trouve l'argent maintenant pour leur donner la chance de se développer. C'est tous les projets que nous avons proposés, d'ailleurs certains a priori sont en train d'être pris par le gouvernement dans le domaine d'un fonds d'investissement en série B et C, c'est-à-dire pour le scale-up, un fonds européen dont nous, on estime qu'il faut au moins 10 milliards d'euros aujourd'hui pour commencer à rivaliser avec les Américains. Et puis on a deux autres types d'écosystèmes, ceux qu'on appelle en développement et émergents. En développement, on va retrouver le Mexique, on va retrouver également l'Afrique du Sud, d'autres pays d'Asie comme Hong Kong, etc. Ces écosystèmes, aujourd'hui, commencent à arriver à maturité au niveau des structures qui les composent, mais manquent de talent, justement. Donc ils sont en phase de comment on va faire maintenant pour monter en compétences et s'engager dans la guerre des talents. Et les émergents, c'est pareil, sauf que les émergents, c'est 23 ans à 24 ans de moyenne d'âge. C'est des populations, quand vous prenez le Mexique ou les Philippines, de 100 millions d'habitants. Et donc, quand eux, ils vont passer à la phase supérieure, avec des coûts de revient beaucoup plus bas, là, on va avoir une vraie compétition. D'où savoir identifier dès maintenant dans cette guerre des talents avec qui il faut faire les bonnes alliances. C'est certainement pas avec Israël qu'il faut faire une alliance. C'est certainement pas avec l'Estonie et certainement pas avec Singapour. Il n'y a plus de marché, il n'y a plus de ressources. C'est avec les Philippines. C'est avec le Mexique. C'est 100 000 graduates par an avec qui on peut travailler, qu'on peut attirer chez nous pour donner justement les talents nécessaires à nos entreprises. Donc il faut, comme disait Gabriel, partir très tôt et en avance. Et notamment dans les alliances. On n'aura pas, nous, le réservoir nécessaire pour alimenter toutes nos entreprises en talents. Il nous manque déjà 80 000 talents numériques aujourd'hui chaque année pour alimenter les sociétés numériques et les sociétés françaises. Donc ce ne sera pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis convaincu, et le MEDEF est convaincu, qu'on ne fera cette révolution des métiers, des compétences et des talents qu'en étant dans l'action, en étant dans la transformation. Pas en étant hors sol, pas en disant on va faire des compétences, des certificats, des listes de référentiels. Il faut que ça soit en connexion avec les besoins des entreprises, avec la réalité économique du terrain. Donc on ne peut le faire que dans la transformation. On a donc engagé un vaste chantier de transformation qui s'appelle Métamorphose. Pourquoi? En faisant ce tour du monde, je me suis aperçu que les écosystèmes fonctionnaient autour de 3 grands leviers de création de valeur qui chacun vont déterminer les types de talents que vous allez devoir mettre dans ces écosystèmes. Le premier, c'est les économies enablers. Les économies enablers,
c'est les acteurs dont parlait Gabriel tout à l'heure, d'un côté les GAFA, de l'autre côté nos amis, pas que chinois, coréens du Sud, japonais, russes, qui chacun s'appuie sur des acteurs locaux comme nos amis de Baidu, Tencent, etc., pour développer leur conquête internationale. Ça veut dire que ces pays reposent sur des acteurs qui, de toute façon, servent le dessein idéologique, politique et économique de la nation dans laquelle ils sont. Ce qui n'est pas le cas des GAFA, qui, eux, jouent plutôt perso. Mais en tout état de cause, entre les deux, nous devons, nous, absolument, afficher une stratégie. Et c'est certainement pas la leur, qui repose sur des plateformes dont, finalement, la valeur ajoutée est surtout focusée sur le consommateur et le citoyen, qui va avoir plus de pouvoir d'achat, trouver plus de services, va pouvoir finalement converser avec n'importe qui 24 heures sur 24, c'est fantastique. Mais en termes de concurrence, de régulation, de structure sociale de l'emploi, de création d'emplois, de fiscalité, d'exportation, ces plateformes ne créent aucune valeur. Facebook aux Philippines, c'est 80% du marché publicitaire, 7 salariés, ils ne payent pas d'impôts, toutes les données des 60 millions de Philippins sont stockées aux États-Unis, et il n'y a aucun co-développement. Si on va dans cette direction, c'est le mur. Et c'est 500 millions de migrants que vous aurez en Europe dans 30 ans. Ce n'est pas un modèle de co-développement acceptable. La France doit proposer, et l'Europe, un autre modèle de co-développement, basé sur la technologie, au service du bien commun, du développement humain et de la prospérité économique. Et on a tous les moyens de le faire. Pourquoi ? Parce qu'à côté de ces économies enablers, il y a les économies drivers, et les économies engine. Les économies engine, ce sont le secteur du numérique lui-même, le moteur de la productivité et de la compétitivité des nations. Que ce soit un gouvernement local, national, une entreprise, sa productivité, sa compétitivité va reposer sur l'utilisation du numérique. Donc plus nous aurons une industrie du numérique qui est capable de fournir les talents, de fournir les technologies, plus nous serons capables de créer de la valeur avec les entreprises et avec l'État. Et cette économie engine, ce secteur ICT qui recouvre tout, le logiciel, le hardware, les capteurs, l'électronique, etc., c'est fortement créateur d'emplois dans tous les domaines, dans tous les niveaux de qualification. Ça fait de l'exportation, on vend des logiciels à l'extérieur, on vend du cloud à l'extérieur. Ça fait également des impôts, on paye des impôts. Donc pour une économie, c'est un moteur important. Et puis vous avez les économies drivers, ce sont tous ceux qui vont utiliser les engines, donc l'ICT, pour faire de l'innovation. Je reprends mon cas de M. Becky ou du tuyau intelligent. Cette entreprise industrielle de base va utiliser ce qu'a inventé les économies engine pour rendre plus de services, créer plus de valeur. Mais en permettant de garder votre industrie sur vos territoires, parce que l'usine de Becky va rester sur le territoire, elle va intégrer des capteurs sur le territoire, elle va donner du boulot et elle va pouvoir transformer l'ouvrier qui était dans la chaîne de montage pour faire de l'emboutissage. Et là, on est dans du concret, on n'est plus hors sol. Et on va pouvoir, à ce moment-là, dans la transformation de cette entreprise, transformer les compétences des ouvriers et garder nos emplois dans nos régions, garder nos emplois dans nos territoires. Pourquoi je parle d'économie driver ? Parce que l'IoT, ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui existe depuis très longtemps, qui est simplement le fait d'intégrer une technologie, enfin de l'intelligence numérique ou une fonction commandante dans un produit physique, hardware, ce qu'on appelait la mécatronique ou la plastronique il y a encore 20 ans, mais ça ne faisait pas bien, alors on appelait ça l'IoT, ça existe depuis très longtemps. Le monsieur béquille qui va mettre de l'intelligence dans sa béquille va remplir d'autres services plus intelligents. Et il va pouvoir les proposer notamment dans tous les pays émergents et les pays du Sud qui sont en train de faire le leapfrog, ça veut dire de passer toutes les révolutions technologiques que nous avons eues. Eux, le cuivre, ils ne connaissent pas. Ils sont passés directement à la mobilité. Il y a plein de choses qu'ils ne connaîtront pas. Cette smart économie qu'on doit inventer pour ces pays, 4 milliards de pauvres, 2 milliards de classes moyennes qui émergent partout, les entreprises françaises avec des économies drivers, c'est-à-dire des entreprises traditionnelles qui vont intégrer des technologies dans leurs produits hardware pour répondre à ces nouveaux besoins, associés à des économies engine, des boîtes dans le big data, dans le software, dans le hardware, bref, qui font des capteurs, des Sigfox. Quand vous associez cette force, vous avez une solution à l'arrivée globale. Il n'y a pas d'un côté les startups. Et ça doit être la vision que la France doit avoir pour répondre aux besoins de ces 4 milliards de pauvres, 2 milliards de classes moyennes, en utilisant sa force industrielle, sa force numérique, et donc en transformant les compétences et les métiers de ses collaborateurs pour adresser ces marchés. Je reviens à mon propos initial, on ne le fera pas hors sol, on le fera dans le cadre d'une transformation de l'économie, et cette transformation ne se fera pas non plus hors sol. Elle se fera en fonction des besoins, des marchés,
à quelles demandes nous devons répondre. Donc, cessons d'être dans des démarches marketing en se disant il faut qu'on ait des startups, il faut qu'on ait ci, qu'on ait ça. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 startups si ce moteur d'innovation qu'est la startup, on veut que en faire une Formule 1. Il y a des TPE, on peut mettre le moteur dans n'importe quelle carrosserie. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il y a des TPE, des PME, des ETI. Et il faut qu'on réfléchisse comme ça et que notre politique, je dirais numérique au niveau des startups, rejoigne notre stratégie économique, industrielle, commerciale, globale. C'est une vision globale. Et nous transformerons les compétences. Nous saurons combien d'ingénieurs nous avons besoin et dans quel domaine, à partir du moment où nous aurons cette vision et cette technologie. Dire qu'on veut être, par exemple, la Silicon Valley de l'Europe de l'IoT, de l'Internet des objets, nous obligera à former tant d'ingénieurs dans l'IoT, couche basse et haute, que ce soit l'intelligence artificielle, qui est de plus en plus dans tout objet connecté, mais que ce soit dans le blockchain, pour la sécurité de ces objets connectés, et puis que ce soit dans les télécoms, le cloud, les plateformes, l'électronique, l'intégration électronique, etc. Mais ça veut dire que de cette vision, on peut détacher une stratégie, et de cette stratégie, dire il nous faut tant d'ingénieurs, tant de data scientists, tant de gens dans le big data, etc., pour être les meilleurs dans ces domaines-là. Il faudra qu'on passe par là, sinon on n'arrivera pas à avoir ou à atteindre un objectif avec un plan de déploiement extrêmement précis. Voilà, j'en ai terminé. Je crois que je suis pile à l'heure, j'ai même 27 secondes d'avance. Ce n'est jamais arrivé en 5 ans. Donc vous avez de la chance. Bonne université du numérique, à bientôt.